le propriétaire est allé nettoyer l'un de ses biens locatifs. Les locataires venaient d'être expulsés suite à leur arrestation, laissant les lieux dans un état lamentable. Mais ce qui l'a vraiment frappé, c'était l'énorme dalle de béton qui se trouvait dans la buanderie. Mais qu'est-ce que ces gens avaient bien pu faire dans leur appartement? La réponse à cette question est pire que tout ce que l'on aurait pu imaginer. Bienvenue ou bon retour parmi nous. Je suis Cassie et voici un monde cruel. L'histoire que j'ai à vous raconter aujourd'hui est incroyable. Et c'est incroyable de voir à quel point cet enfant a été maltraité. Et c'est aussi incroyable qu'il y ait eu autant de personnes qui ont essayé de l'aider et qu'elles aient été ignorées. Complètement ignorées. Ceci est l'histoire d'Evan Brewer. Evan Brewer est né le 6 mars 2014 de ses parents Miranda Miller et Carlo Brewer. C'était un petit garçon très heureux et espiègle qui adorait faire rire les gens. Il adorait aussi les Tortues Ninja et Batman. Evan aimait jouer avec ses demi-frères. Au moment de sa naissance, la mère et le père d'Evan n'étaient de plus en couple et pendant ses premières années, le père d'Evan avait peu de contact avec lui, mais il a commencé à passer plus de temps avec le garçon à la fin de 2016, début 2017. Au début, Miranda était une mère attentionnée et attentive, puis elle a commencé à consommer fortement de la méthamphétamine. Elle a également rencontré un homme à peu près à la même période. Un homme du nom de Stéphane Bodine. Stéphane consommait également de la méthamphétamine. Et il avait un tempérament très violent, surtout quand il consommait, ce qui était pratiquement tout le temps. C'était aussi un homme qui avait des antécédents de violence envers les femmes. Miranda et Stéphane sont en couple depuis octobre 2016 et incroyablement peu de temps après le début de leur relation, Stéphane a emménagé avec Miranda et Evan dans leur maison à Wichita. Quelques semaines après son emménagement, Stéphane a commencé à battre Miranda régulièrement. Evan était un garçon bien élevé, mais Stéphane n'était pas de cet avis. Il pensait qu'Evan se plaignait trop et que Miranda le laissait faire tout ce qu'il voulait. Stéphane a commencé à agir comme si Evan ne pouvait rien faire correctement. Et il a dit à Miranda que la seule façon pour que son comportement changeait, c'était qu'il ait une figure masculine qui ait un contrôle total sur lui. Miranda a accepté que Stéphane établisse les règles de la maison. En février 2017, le père d'Evan, Carlo, a commencé à remarquer que le langage de son fils ainsi que son apprentissage de la propreté commençait à régresser. Il remarquait que cela se produisait lorsque le petit garçon revenait de chez sa mère. Bientôt, il a aussi remarqué des ecchymoses sur le corps d'Evan. À peu près à la même époque, Evan avait essayé d'étrangler l'un de ses frères et sœurs qui vivaient chez son père avec une laisse rose pour chien. C'est à ce moment-là que Carlo a compris qu'il se passait quelque chose quand Evan était chez sa mère parce que ce n'était pas le comportement normal d'un enfant. Carlo a décidé d'aborder d'abord ses inquiétudes avec Miranda. Elle avait toujours été une bonne mère et il voulait lui faire confiance malgré tout. En tant que bon père, il voulait aussi s'assurer de la protection de son fils. Alors il a demandé à Miranda si peut-être Stéphane avait quelque chose à voir avec les bleus avec lesquels Evan rentrait à la maison. Sa réponse a été que Carlo ne pouvait plus voir Evan jusqu'à ce qu'elle et Stéphane décident qu'ils le pouvaient. Elle lui a aussi dit d'arrêter de la contacter et qu'elle allait bientôt changer le nom de famille d'Evan. Donc, puisque Miranda lui avait dit de ne pas la contacter, le père d'Evan, Carlo, a décidé qu'il allait envoyer un message à Stéphane pour essayer de voir son fils. Malheureusement, cela a échoué. Donc, la discipline de Stéphane avait commencé chez Miranda et il pensait qu'il était approprié qu'un enfant de 3 ans mérite tout dans sa vie, y compris les vêtements, la nourriture et les jouets. Evan devait maintenant mériter ces choses. Ce n'était plus simplement des choses qu'un parent est censé fournir parce qu'il a amené un enfant au monde. La discipline de Stéphane impliquait aussi d'envoyer Evan dans sa chambre et de le faire rester debout, les bras derrière le dos pendant des heures, et si le petit garçon bougeait, il recevait une gifle.
S'il ne s'excusait pas d'avoir bougé, il se faisait frapper, donner des coups de pied ou jeter à travers la pièce. Maintenant, Stéphane ne laissait pas Evan aller nulle part, probablement parce qu'il ne voulait pas que les gens remarquent les mauvais traitements qu'il lui infligeait. Miranda a dit qu'elle avait aussi arrêté de parler à sa famille et à ses amis parce qu'elle avait peur que Stéphane se mette en colère. Il était extrêmement possessif et contrôlant envers elle et voulait être la seule personne dans sa vie, et cela devient très évident par la suite. La seule personne. Stéphane avait aussi installé des caméras de surveillance dans la maison familiale parce qu'il voulait s'assurer que, lorsque Evan était puni, il ne bougeait pas et ainsi Stéphane n'avait pas à perdre son temps précieux à le faire en personne et à vérifier de ses propres yeux, donc il a installé des caméras. Il a aussi installé des caméras extérieures pour s'assurer que personne n'entrait ni ne sortait de la maison quand il n'était pas là pour Miranda. Apparemment, il pensait qu'elle le trompait. Carlo essayait toujours de joindre Miranda et Stéphane. Il voulait désespérément voir son fils, mais il n'avançait pas, alors à ce moment-là, il a décidé qu'il devait faire appel à une autorité supérieure. Il a contacté les services sociaux ainsi que les forces de l'ordre, et lorsque l'un ou l'autre a essayé d'aller à la maison pour effectuer un contrôle de bien-être, ils n'ont pas réussi à joindre qui que ce soit vivant là-bas. Ils ont affirmé avoir vérifié à plusieurs reprises, mais n'ont pu faire ouvrir la porte par personne. Miranda et Stéphane avaient aussi cessé d'assister aux audiences du tribunal. Le 14 mars 2017, Carlo a assisté à une audience sur la pension alimentaire pour enfants. Il avait auparavant été condamné à verser 170 $ par mois pour son fils. L'avocate de Carlo, Sheila Johnston, a soutenu que son client ne devrait pas payer la pension alimentaire, affirmant que Stephen Bodine contrôlait les allées et venues de Miranda et de l'enfant. Carlo n'avait aucun problème à payer la pension alimentaire s'il savait que cela servait aux besoins d'Evan, mais il soupçonnait aussi que l'argent allait plutôt directement financer les habitudes de Miranda et Stephen. Mais le tribunal a statué qu'il s'agissait d'une question de pension alimentaire, pas de garde. Donc, le juge a dit qu'il ne pouvait statuer que sur ce qui était devant lui, c'est-à-dire une simple demande de pension alimentaire. Il a tout de même encouragé Carlo à contacter la police de Wichita ainsi que le département des enfants et des familles du Kansas. Et évidemment, Carlo l'avait déjà fait. Mais après de nombreuses tentatives, personne n'a encore réussi à joindre Miranda. Carlo n'allait pas abandonner aussi facilement. Il voulait s'assurer que son fils était en sécurité et il voulait qu'il soit avec lui. Alors Carlo, accompagné d'autres membres de la famille, s'asseyait parfois devant la maison de Miranda sur des chaises de jardin, tenant des pancartes disant « Rendez-nous, Evan, rendez-nous, Evan » et scandant cela encore et encore. La demande est claire. Rendez-nous, Evan. Le désespoir est grand. Rendez-nous, Evan. Il espérait que cela ferait sortir Miranda de la maison et lui permettrait de voir son fils, mais cela n'a pas abouti. Il a même contacté certains voisins et amis de Miranda, mais tout le monde disait ne pas l'avoir vu ni entendu. Pendant ce temps, la violence de Stéphane ne faisait qu'empirer chez Miranda. La peur qu'Evan avait de Stéphane l'empêchait même d'aller aux toilettes. Il se salissait et restait assis plutôt que de croiser Stéphane dans le couloir. Miranda a également dit que Stéphane la forçait parfois à battre son fils. Elle a admis l'avoir fait à quelques reprises, affirmant qu'elle causait moins de mal que Stéphane. Evan a déjà refusé de présenter ses excuses à Stéphane. Alors Stéphane a dit qu'il devait être traité comme un chien pour apprendre sa leçon. Alors il a obligé Evan à rester debout au sous-sol, nu pendant 6 heures. Et Stéphane avait dit à Miranda de mettre une ceinture autour du cou d'Evan à laquelle était attachée une chaîne. À l'autre bout de la chaîne se trouvait un poids lourd. Stéphane a surveillé la caméra dans le sous-sol toute la nuit pour s'assurer qu'Evan ne bougeait pas. C'est jusqu'à ce qu'il s'endorme. Et le lendemain matin, Stéphane s'est réveillé pour découvrir qu'Evan était à l'étage en train de prendre son petit déjeuner, tout habillé, devant la télévision. Cela a tellement mis Stéphane en colère qu'il l'a, je cite, passé à tabac à ce moment-là. Le père d'Evan a finalement pu le voir à 2 très brèves occasions. La première fois remonte à mars 2017. Lui et un collègue ont décidé de passer chez Miranda pour voir si elle ouvrirait. Elle l'a fait. Evan était aussi là, et il a remarqué à ce moment-là qu'il avait une entaille sur le front qui descendait jusqu'au bout de son nez. Evan a dit à Carlo que papa, c'est-à-dire Steven, l'avait fait. Miranda a demandé «
qu'est-ce que tu as dit à Evan ?» Il a vite changé de version, disant qu'il était juste tombé. Miranda a obligé Evan à aller se tenir devant le mur, le nez collé contre, les mains derrière le dos, comme punition pour avoir menti à Carlo. Evan a fait ce qu'on lui avait dit, mais Carlo a dit qu'il lui avait lancé un regard qui semblait dire « S'il te plaît, emmène-moi avec toi ». Miranda affirmait aussi que sa blessure venait d'une chute, mais heureusement, Carlo savait que ce n'était pas vrai et il l'a signalé aux forces de l'ordre. Hélas, la police n'a de nouveau pas pu contacter quelqu'un chez lui, sans résultat. La deuxième fois, c'était en avril 2017. Carlo a décidé de passer en voiture devant la maison de Miranda et il se trouve justement qu'il a vu Miranda et Evan dehors, alors il est entré dans l'allée. Quand il a vu son fils, il a remarqué qu'il était sale. Et il sentait très mauvais. Evan avait sauté dans la voiture de son père et lui avait demandé de le ramener à la maison. Miranda, bien sûr, a dit non, mais étonnamment, elle a dit qu'il pourrait aller voir son père le lendemain. Mais lorsque Carlo a essayé de joindre Miranda le lendemain pour voir son fils, elle n'a répondu à aucun de ses messages. Le 4 mai, Carlo a obtenu la première de plusieurs ordonnances de préséance de protection. Cette ordonnance de protection était censée empêcher Stéphane d'approcher Evan. En obtenant cette ordonnance de protection, Carlo avait écrit sur la demande qu'un témoin lui avait dit que Stéphane avait tellement tabassé son fils qu'il l'avait mis au bord de la mort. Il a également noté sur la demande que la direction de la cohésion familiale avait été informée à plusieurs reprises, à partir de 2016, des abus qu'Evan subissait. Tant que l'ordonnance de protection n'était pas délivrée, la police ne pouvait pas diriger l'enquête. Normalement, c'est la direction de la cohésion familiale qui s'occupe de ce type d'affaires jusqu'à ce qu'une ordonnance de protection soit délivrée. Donc, maintenant que Carlo avait déposé cette ordonnance de protection, la police tentait de retirer Evan de la garde de sa mère. Mais à chaque visite à domicile, personne ne répondait. Il n'arrivait à joindre qui que ce soit. On pourrait penser qu'à ce stade, il pourrait dire « D'accord, on va défoncer votre porte si vous ne répondez pas, on sait que vous êtes là. Donnez-nous l'enfant. J'aurais aimé, mais… » Le 6 juillet 2017, Carlo a obtenu une ordonnance du tribunal de district qui lui accordait la garde légale exclusive d'Evan, mais malgré de nombreuses tentatives pour récupérer physiquement le petit garçon, il n'a pas pu. Les voisins ont signalé qu'ils n'avaient pas vu Miranda ni Evan depuis plus d'un mois. Et après avoir appris que Miranda et Evan pourraient en fait se trouver en Oklahoma ou au Texas, les forces de l'ordre ont lancé une enquête pour disparition d'enfants. Encore une fois, le 11 août 2017, Carlo et sa femme sont passés devant la maison de Miranda dans l'espoir de voir son fils. Mais cette fois, Stéphane est sorti de la maison avec une hache levée au-dessus de sa tête en criant sur Carlo. Il a ensuite pris la hache et a crevé un des pneus de Carlo. Où est mon fils? Où est mon fils? Où est mon fils? Appelez le 911. Carlo a signalé l'incident à la police qui a émis un mandat d'arrêt contre Stéphane. Il a également été déterminé que Miranda ne s'était pas installée dans un autre État et qu'elle évitait activement les tentatives des forces de l'ordre de la contacter. Les autorités l'ont inculpée d'entrave à la garde parentale et un mandat d'arrêt a été émis contre elle. Puis, le 30 août, Miranda et Stéphane ont tous deux été arrêtés à Wichita. Evan n'était pas avec eux. Dans les 2 jours qui ont suivi, la police a mené de multiples perquisitions chez Miranda, cherchant à retrouver Evan. Mais ils n'ont pas réussi à le trouver. 3 jours après leur arrestation, le 2 septembre, le propriétaire de Miranda a appelé les forces de l'ordre. Alors qu'il travaillait dans la buanderie à l'arrière de la résidence, il avait tenté de déplacer la moquette d'une plateforme où s'empilaient des boîtes à outils. La plateforme était en réalité un grand bloc de béton avec un cadre inférieur en bois et des roulettes. Le propriétaire est alors sorti acheter une masse et est revenu à la propriété. Il avait peur qu'Evan puisse être là-dedans. Il a commencé à casser le bloc et a remarqué une odeur terrible qui s'en dégageait.
C'est à ce moment-là qu'il a compris qu'il s'agissait très probablement d'Evan et il a contacté la police. Stéphane a d'abord dit aux enquêteurs qu'il n'était pas sûr de l'endroit où Miranda gardait Evan, mais il était certain qu'il était entre de bonnes mains. Lorsque la police lui a également demandé si Evan se trouvait par hasard dans le bloc de béton, sa réponse à 2 reprises aux enquêteurs a été « Vous ne le penseriez pas ». Mais il s'est avéré que le corps d'Evan était en réalité à l'intérieur de la structure en béton. Il était enveloppé dans plusieurs couches de draps, tortues ninja, serviettes, vêtements et rubans adhésifs. L'autopsie d'Evan a révélé des signes possibles de blessures par objets contondants à la tête, à l'œil et à l'oreille. Mais en raison de la décomposition de son corps, le médecin légiste n'a pas pu déterminer la cause, la manière ou l'heure du décès. Stéphane avait déjà été inculpé d'agression aggravée et de dégradation criminelle de biens pour avoir menacé Carlo avec une hachette ainsi que pour avoir crevé son pneu avec celle-ci. À ce moment-là, il a également été inculpé de 2 chefs de meurtre avec circonstances aggravantes, de 2 chefs d'enlèvement aggravés, d'un chef de maltraitance d'enfants et d'un chef de mise en danger aggravée d'un enfant. Les 2 affaires criminelles de Stéphane devaient être jugées ensemble. Désormais, on considérait généralement que Miranda et Stéphane avaient une responsabilité égale dans la mort d'Evan. Son procès devait être combiné avec celui de Stéphane, l'accusation poursuivant sur la base d'une théorie de complicité. Mais afin d'obtenir une réduction de ces chefs d'accusation de meurtre au second degré, d'enlèvement aggravé, de maltraitance d'enfants et de mise en danger aggravée d'un enfant, Miranda a accepté de témoigner comme témoin à charge dans le procès contre Stéphane. Leur procès s'est tenu en décembre 2018. C'est alors que Miranda a raconté au tribunal ce qui était arrivé à Evan lors de ces derniers jours. Elle dit qu'elle pense qu'il est mort entre le 18 mai et le 22 mai 2017, mais elle ne se souvient pas de la date exacte parce qu'elle était dans un état de confusion dû à la drogue pendant la majeure partie de cette période. Bien sûr, Miranda a dit que 2 ou 3 jours avant sa mort, Evan n'arrêtait pas de vomir et ne pouvait rien garder. Elle a dit qu'il avait du Benadryl dans son organisme et elle pensait aussi que Stéphane lui donnait de grandes quantités de sel, ce qui l'empoisonnait lentement. Puis, une nuit alors qu'il était malade, Stéphane n'a pas permis au petit garçon de dormir. Il l'a forcé à rester debout dans un coin près de la porte d'entrée, les bras derrière le dos, et lui a dit de ne pas bouger. Evan est resté debout là pendant des heures avant de s'effondrer. Stéphane lui a crié dessus de se relever, mais le pauvre petit garçon était tellement épuisé, malade et faible qu'il n'y arrivait tout simplement pas. Miranda dit qu'elle a porté Evan jusqu'à la salle de bain où il a continué à crier. Quand Miranda a crié à Stéphane que quelque chose n'allait vraiment pas, il l'a repoussé. Et hors de la salle de bain, puis il a claqué la porte. Il est resté seul là-dedans avec Evan pendant environ 2 à 5 minutes avant que la porte ne se rouvre. Stéphane est sorti de la salle de bain en tenant Evan, ses cheveux étaient mouillés, son corps mou et il ne respirait plus. Miranda dit avoir pratiqué la réanimation cardio-respiratoire pendant 45 minutes. Elle a également dit que Stéphane lui avait dit qu'elle ne pouvait contacter personne à ce sujet. Elle dit ensuite qu'elle s'est endormie en tenant le corps d'Evan dans ses bras, mais que lorsqu'elle s'est réveillée plus tard, il avait disparu et qu'elle ne l'a plus jamais revu après cela. Stéphane lui a dit que des amis avaient emmené Evan parce qu'il ne pouvait plus s'occuper de lui, mais Miranda pensait que son corps se trouvait très probablement dans la cave. Quelques jours après la mort d'Evan, Stéphane a construit la tombe en béton qui a été retrouvée dans la buanderie. Miranda a admis avoir acheté le matériel pour cela, mais elle affirme qu'elle ne l'a jamais aidé à la construire. Après la mort d'Evan, Miranda a raconté qu'elle se cachait sous l'escalier au sous-sol chaque fois que quelqu'un venait la chercher. Stephen disait aux gens qu'elle était partie vivre soit au Texas, soit en Oklahoma et qu'Evan avait été adopté. Miranda a également témoigné des mauvais traitements que Stephen lui avait infligés. Elle a dit qu'elle était tombée enceinte de son enfant, mais qu'elle avait fait une fausse couche en janvier ou février 2017. Elle dit qu'elle pense que cette fausse couche était due au fait que Stephen l'a traînée à travers la maison et lui a donné plusieurs coups de poing dans le ventre. Miranda a également déclaré que Stephen contrôlait son téléphone, son argent et son comportement. Elle a dit qu'il était violent physiquement, mentalement et émotionnellement envers elle ainsi qu'envers Evan. Elle a dit au juge qu'elle avait essayé de partir et de demander de l'aide pour elle et Evan à plusieurs reprises.
Elle a admis que la mort d'Evan était due à sa dépendance à la drogue et à sa relation abusive avec Stephen. Miranda a dit que la raison pour laquelle elle était restée avec Stephen, c'est parce qu'il était son meilleur ami et qu'elle le considérait comme son mari. C'est le pire meilleur ami dont j'ai jamais entendu parler. Jamais. Certaines des preuves Tarkoy présentées lors du procès comprenaient de nombreuses photographies ainsi que des images de vidéosurveillance provenant des caméras de la maison, dont beaucoup montrent Evan maltraité ou négligé. Et quand je dis nombreux, il y avait environ 16 000 photos et vidéos. Il y a également eu des témoignages de nombreux témoins concernant l'historique de Stephen de maltraitance envers ses anciennes petites amies ainsi qu'envers ses autres enfants. Samantha Johnson, l'une des filles de Stephen, a parlé des abus qu'elle avait subis de sa part. Une fois, elle a raconté qu'il l'avait forcée à manger une boîte entière de haricots noirs froids et quand elle les avait vomis, il l'avait obligée à continuer de manger. Elle a dit qu'elle portait des chemises à manches longues à l'école pour cacher ses bleus. Stephen avait aussi failli noyer sa fille dans une baignoire et elle dit qu'elle s'était réveillée alors qu'il lui faisait un massage cardiaque. Lorsque le jury est revenu avec son verdict, ils ont déclaré Miranda et Stephen coupables de tous les chefs d'accusation. Avant le prononcé des peines, des proches d'Evan se sont exprimés. Sa tante Cheryl a demandé au juge la peine maximale, affirmant que la mort d'Evan aurait pu être évitée si Miranda avait simplement accepté l'une des nombreuses offres de la famille Brewer pour l'aider, elle et Evan. Elle a dit que Miranda avait eu toutes les occasions de confier Evan à un membre de la famille, mais qu'elle ne l'a pas fait. Carlo, le père d'Evan, a conclu la discussion. Il a affirmé s'être battu pour récupérer son fils et avoir toujours été réconforté de savoir ses enfants en sécurité avec lui. Il a dit qu'au fur et à mesure que le processus pour retrouver Evan avançait, il avait commencé à changer l'image qu'il se faisait dans sa tête de ce que serait leur réunion. Au début, il pensait qu'Evan viendrait en courant vers lui et lui ferait un gros câlin, mais il a fini par comprendre que si quelqu'un voyait Evan, il fallait l'attraper et l'emmener immédiatement à l'hôpital. Avant le verdict, Miranda a pleuré au tribunal et s'est adressée au juge et à la famille d'Evan. Elle a dit « J'aurais dû appeler la police dès que les violences vont commencer. Ce sont les choix et les décisions avec lesquels je dois vivre. Au final, Evan est mon fils et ma responsabilité. À l'époque, j'ai fait ce que je pensais être le mieux. Au final, j'ai échoué en tant que mère à protéger mon enfant. Je vivrai avec ça pour le reste de ma vie. » Elle a également mentionné avoir tenté de s'éloigner de Stephen, sans succès. Oh, et son avocate a essayé de plaider pour une peine plus légère en disant qu'elle était aussi une victime de violences conjugales. L'avocate de la famille Brewer, Sheila Johnston, s'est opposée à cela en disant que ce n'est pas parce qu'on est victime de violences conjugales qu'on a une excuse pour ne pas accepter l'aide qui nous a été proposée. Elle a également déclaré que Miranda Miller sait très bien qu'elle n'a jamais été une otage dans cette maison. Elle était au palais de justice le 4 mai 2017 quand Evan vivait encore et je lui ai offert mon aide. À ce moment-là, je l'ai éloignée de Stephen, je l'ai emmené dans la salle du jury et je lui ai dit que je pouvais l'aider tout de suite sur place. Je lui ai dit que si elle ne s'éloignait pas de Stephen, non seulement elle risquait sa vie et celle de son enfant, mais elle risquait aussi de perdre la garde de son enfant au profit de Carlo, et elle a répondu « Il faudra me passer sur le corps pour que Carlo ait la garde de cet enfant. Il faut... » Donc, elle a choisi de laisser Evan mourir, plutôt que de laisser son père l'emmener en sécurité. Elle n'était pas une victime. Miranda Miller a été condamnée à 25 ans de prison. Stephen Bodin a été condamné à 109 ans de prison. Il a également été découvert que le Direction de la cohésion familiale avait reçu 6 signalements distincts concernant les abus subis par Evan entre juillet 2016 et mai 2017. Ces signalements incluaient l'abus de méthamphétamine par sa mère, la violence domestique, ainsi que les violences physiques subies par Evan. Seuls 3 de ces signalements ont été confiés à une enquête et aucun d'entre eux n'a été jugé fondé. Et au cours des 2 derniers mois de la vie d'Evan, l'agence avait reçu 2 signalements de maltraitance ayant failli être fatals. L'un affirmait qu'Evan s'était cogné la tête dans la baignoire et s'était évanoui. Et l'autre affirmait que Stephen l'avait étranglé puis ranimé.
Le premier de ces signalements n'a reçu aucune réponse pendant 6 jours. Et l'enquêtrice a apparemment accepté l'affirmation de Miranda selon laquelle l'enfant avait déménagé hors de l'État. Pour le deuxième signalement, l'enquêtrice n'a même jamais vu Evan. En mars 2018, les responsables du Direction de la cohésion familiale ont remis un document de 284 pages concernant ces demandes d'accès au dossier qui détaillait la façon dont l'agence avait géré les allégations de maltraitance et de négligence impliquant Evan Brewer. Le document a révélé qu'une partie des abus signalés aux directions de la cohésion familiale le 14 mai 2017 n'avaient pas été initialement incluses dans le rapport remis au superviseur dans l'affaire d'Evan. L'allégation qui n'avait pas été incluse initialement était que Stephen avait étranglé Evan, puis pratiqué la réanimation cardio-pulmonaire pour le ranimer. Il a été constaté que le 14 mai 2017, le dossier avait été modifié de façon à indiquer de manière inexacte que les informations signalées avaient été communiquées à l'assistante sociale assignée et à la superviseure au moment même du signalement. En réalité, les informations concernant les allégations de maltraitance ont été ajoutées au rapport le 5 septembre 2017. Gardez à l'esprit que le corps d'Evan a été retrouvé le 2 septembre. La famille d'Evan a eu une réunion avec la secrétaire du département d'État des enfants et le département leur a présenté ses excuses à ce moment-là. Bien que l'agence n'ait pas donné de détails sur les répercussions qui seraient ressenties dans tout le Direction de la cohésion familiale, ils ont dit aux Brewer qu'ils avaient engagé un audit externe pour les aider à élaborer un plan de restructuration. On disait que la famille d'Evan envisageait de poursuivre le Direction de la cohésion familiale du Kansas en justice, mais je n'ai pas pu trouver plus d'informations sur ce qui s'est passé à ce sujet. En mars 2018, 2 assistantes sociales du Direction de la cohésion familiale de Wichita, Kansas, ont été licenciées par le département des enfants et des familles du Kansas lors de la mise en place de plusieurs changements de personnel. Cela concernait le décès d'Evan et de 2 autres enfants morts à peu près au même moment au Kansas. 2 autres enfants que le Direction de la cohésion familiale avait laissé tomber. En mai 2021, Stephen a tenté de faire appel de sa condamnation, mais cela a été refusé. La nuit du 10 septembre 2017, de nombreuses personnes ont rempli la rue et l'allée de la maison où Evan a été retrouvé pour se souvenir du petit garçon. Ils ont allumé des bougies et créé un mémorial en son honneur. Le 27 janvier 2018, la cérémonie funéraire d'Evan Brewer a eu lieu à l'église catholique Holy Savior et un enterrement privé a été organisé ensuite pour le petit garçon. Merci d'avoir écouté toute l'histoire d'Evan aujourd'hui. Je suis sûre que cette affaire vous a frustré autant que moi. C'est incroyable que Miranda et Stephen aient pu cacher Evan aussi longtemps et refuser à son père la garde légale qu'il avait obtenue du tribunal. Son père a tout essayé pour le sauver, il avait tout fait en son pouvoir, à part défoncer lui-même la porte d'entrée et sortir Evan de cette maison de l'horreur. C'est tellement terrible quand quelqu'un essaie de sauver un enfant et que ses inquiétudes sont complètement ignorées. Donc, si tu aimes les histoires criminelles et veux les entendre racontées par moi, n'oublie pas de t'abonner en cliquant sur le bouton ci-dessous et d'activer les notifications. Aussi, si tu as envie de liker cette vidéo, ce serait très apprécié. Merci d'avoir regardé Un Monde Maléfique. Prenez soin de vous, à la prochaine, salut! Merci d'être des mécènes de Un Monde Maléfique, Adina, Catherine, Lindsay et Mel. Votre soutien est grandement apprécié. Il y a maintenant encore plus de contenu de Un Monde Maléfique sur Patreon. Vous aurez accès à des vidéos exclusives chaque mois et bien plus encore. Tout soutien aide vraiment à s'assurer que les victimes ne soient à jamais oubliées et à mettre en lumière les failles de la société associées à chaque affaire. Alors allez voir sur patreon.com/Un Monde Maléfique ou utilisez l'application Patreon.